Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Je vais vous partager un écran euh, directement et c'est ça qui va me permettre de lancer la visio. Hop. Peut-être avant que tu commences, Rémi, enfin, je sais pas, je voudrais pas te couper dans ton introduction, mais juste pour rappeler un peu le contexte de ce webinaire. Euh, Rémi, du coup, qui travaille chez Fertile, mais je pense que tu vas te présenter après. Fertile, enfin, font partie des partenaires de la campagne Ingé d'avenir. Pour le contexte, pour ceux qui sont venus peut-être par d'autres biais, Ingé d'avenir, c'est une campagne qu'on a lancée, une campagne de recrutement qu'on a lancée avec la plateforme Jobs That Make Sense pour laquelle je travaille. Et l'idée, c'était de se dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'ingénieurs qui sont en quête de sens et d'entreprises de la transition qui cherchent des profils ingénieurs et que le pont ne se fait pas assez entre ces deux mondes. Et donc, on a créé la campagne Ingé d'avenir pour enfin, rassembler le plus de structures de la transition recruteurs d'ingénieurs et les ingénieurs qui sont en quête de sens. Et du coup, voilà, ça a duré 2 mois et ça se finit d'ici 2, 3 semaines. Et du coup, à cette occasion-là, on a la chance d'avoir Rémi qui va nous parler du sujet de l'éco-anxiété. Je te laisse la parole maintenant et je gère le chat. Merci, Victorine. Bon, ce soir, ça va pas tant parler d'ingénierie, mais c'est pas grave, ça concerne un petit peu tout le monde. Ce soir, je vais parler hein, en mon nom, mais aussi au nom de Fertile, donc qui se définit comme une école de la coopération et de l'engagement, avec un petit peu deux hypothèses de base que pour réussir les transitions écologiques, démocratiques et sociales, il y a besoin de mieux coopérer et de aussi plus s'engager en coopérant. Et tout ça, ça va amener du changement. Euh, je me présente. Donc là, on a quelques parcours, mais vous pourrez aller voir sur notre site internet que Fertile donne. C'est 6 parcours différents. C'est des parcours longs de 5 jours à 6 semaines. Voilà, donc certains concernent plutôt la partie coopération et d'autres engagement. Euh, Moi, qui suis-je et qui je ne suis pas aussi, j'ai dû répondre à cette question pour présenter cette partie-là de l'éco-anxiété. Je me définis comme amoureux du problème de l'immobilisme face aux enjeux écologiques. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre en action les personnes. J'ai été traversé par des phases d'éco-anxiété. Je suis formateur donc sur plutôt la partie engagement de Fertile, animateur de la fresque du climat. C'est important de préciser que je ne suis pas psychothérapeute ou psychopraticien, mais en fait, je vois un public éco-anxieux très régulièrement, notamment à travers les parcours d'engagement de Fertile. Voilà. Et puis, il y a les sujets donc du bonheur, etc. C'est quelque chose et des émotions qui me parlent beaucoup depuis un certain temps. Et j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Vivre à la bonne heure. Je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet avec un cadre qui va soutenir un petit peu l'apprentissage de ce soir. Et il y aura, enfin, je vais apporter deux cas différents. Le premier, c'est le kit de l'apprentissage et les règles qui composent ce cadre. La première, c'est mes biais de confirmation. Je vous invite à faire attention à vos biais de confirmation. Peut-être que vous arrivez avec une image déjà de ce que c'est l'éco-anxiété, de comment traverser l'éco-anxiété, etc. Et du coup, vous allez retenir que les informations qui vont soutenir cette image-là et puis peut-être pas trop mettre en regard les différences qu'il va pouvoir y avoir. Donc pour ça, je vous invite à chausser des lunettes de curiosité et voir ce qui va être présenté comme quelque chose de nouveau, comme quelque chose auquel vous pouvez apprendre et voir comment de chaque chose qui va être dite, vous pouvez en apprendre. La troisième règle, ce seront les prochains petits pas. Les prochains petits pas, c'est l'idée de prendre des actions claires, précises dans le temps à la suite de ce qui va être dit. Et parce que moi, mon objectif, mon intention à travers cette visioconférence, c'est d'essayer de donner du mouvement à travers les phénomènes d'éco-anxiété. Donc, si derrière cette visioconférence, il y a des gens qui prennent des prochains petits pas, des prochaines actions, et ben, tout est gagné. Euh, je continue avec un autre cadre proposé, qu'on propose souvent à Fertile, l'espace de liberté. Là, il va y avoir des moments de discussion, parfois en trinôme, parfois en grand groupe.
Et dans ces moments de parole, je vous invite à utiliser le pronom je au lieu du pronom on, parce que ici, chacun, chacune arrive avec des connaissances, des compétences et une histoire qui est différente. Et en fait, elle vous appartient. Euh, Votre parole vous appartient. Donc, en parlant en votre jeu, vous éviterez d'inclure des personnes malencontreusement. La deuxième règle que je voudrais mettre, c'est l'écoute active. Donc, cette idée de, en fait, quand vous allez avoir des petits temps en trinôme qui ne seront pas enregistrés et rediffusés, bien sûr, il y a l'idée que comment est-ce que vous pouvez seulement écouter, pas chercher à réagir à ce qui se passe et apporter de la bienveillance dans votre écoute. Et vous allez voir que cette règle, elle peut être aussi très soutenante dans les quantités. Et le troisième point, c'est la confidentialité. Voilà, vous allez faire des petits groupes euh, et donc dans ces petits groupes, eh ben, gardez votre confidentialité. C'est parti. Euh, on va passer ce temps-là autour d'une facilitation graphique que j'ai nommée de éco-anxieux à éco-heureuse euh, ou éco-anxieuse à éco-heureux. Et il y a l'idée, donc cette facilitation graphique, voici la première partie. Attention, il y a plein de choses, on va aller petit à petit au travers de tout ça. En tout cas, la première partie, elle parle plutôt du moment désagréable de l'éco-anxiété. Donc, cette facilitation graphique, elle va représenter un chemin, elle va représenter des étapes et elle est basée sur les 11 étapes du processus d'éco-anxiété. Donc, ça, c'est Pierre-Éric Super qui les a mis en place. Et nous, on l'a repris. Quand je dis nous, c'est surtout Benoît Roland Gravel et moi-même. Et après, je me suis aussi beaucoup aidé du travail de Charline Schmerber. Voilà pour les sources. Euh, et je rappelle que voilà, je suis pas psychopraticien et donc, mais ces étapes-là, je les vois très régulièrement dans les parcours. Euh, L'éco-anxiété, ça aurait pu être un autre nom. Là, on a choisi l'éco-anxiété avec la définition suivante, la peur chronique du désastre environnemental. Euh, donc, ça vient de l'association des psychologues américains. Mais en réalité, il y a les émotions que peuvent traverser les personnes liées à l'éco-anxiété, elles sont bien plus vastes. Et à 83%, les personnes ressentent autre chose que de la peur et de l'anxiété, de la joie, de la tristesse, etc. Et du coup, parfois, il y a des personnes qui nomment ça éco-émotion. Il y a des personnes qui nomment ça éco-lucidité parce qu'il y a aussi l'idée que l'éco-anxiété, c'est pas une maladie directement, que ça peut rendre malade, c'est pas une maladie, mais en réalité, ça témoigne d'une vision assez claire du monde, ça témoigne d'une conscience en fait des enjeux environnementaux assez éveillée, et en réalité, vous n'êtes pas fou si vous ressentez de l'anxiété ou toutes sortes d'émotions, vous êtes très certainement très lucide. Euh, voilà. En bas, et là, je vais te donner deux hypothèses qui nous viennent de la communication non violente, puisqu'on va beaucoup parler d'émotions. La première hypothèse, c'est l'être humain ressent par nature. Donc, il y a l'idée que quoi qu'il se passe vis-à-vis des enjeux écologiques, nous allons ressentir quelque chose. Et si on sent rien, c'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'on sent quelque chose. Voilà, c'est une hypothèse de base. Et la deuxième hypothèse, c'est les émotions dont nous ne nous occupons pas s'occupent de nous. Donc, vous allez voir que on va beaucoup parler d'émotions et beaucoup parler de comment on s'occupe de ces émotions avant qu'elles s'occupent de nous. En bas à gauche de cet écran, alors là, je vais pouvoir, je crois bien, mettre un petit laser. Il y a un thermomètre ici, et ce thermomètre, vous allez le retrouver, pardon, tout le long des différentes phases. Et il nous donne en fait le niveau d'éco-anxiété que je peux ressentir au niveau de ces processus, de ces étapes. Euh, la première niveau, c'est les ruminations. Donc, c'est de l'ordre de ce qui se passe dans ma tête, l'ordre cognitif. Les ruminations, c'est souvent quand, vis-à-vis des enjeux environnementaux, je vais y penser très régulièrement. Je vais voir une grosse voiture, je vais penser aux émissions carbone. Je vais aller acheter telle ou telle chose dans un magasin, je vais regarder chaque chose pour essayer d'avoir la plus petite empreinte carbone et je vais faire que y penser, que y penser, que y penser. Le deuxième niveau, c'est donc le orange, la peur et l'anxiété. Et ça, c'est des niveaux des émotions que peuvent créer
la conscience des enjeux environnementaux. Et le troisième niveau, c'est le niveau au niveau du corps. Donc là, c'est problèmes de sommeil, isolement, difficultés au travail. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour montrer qu'il y a plusieurs niveaux que chacun et chacune peut vivre dans l'éco-anxiété. Et il y a l'idée que, en fait, ça va beaucoup plus loin. Il y a une échelle, l'échelle de Hogg, qui détermine 13 niveaux différents. Et ça, je vous inviterai, si vous le souhaitez plus tard, à faire un test. On est parti avec l'étape 1. Donc, c'est la personne qui est en haut à gauche là. C'est peut-être vous il y a quelques années ou peut-être vous maintenant, qui court un petit peu après le temps. Et un jour, cette personne-là, elle tombe, elle tombe un peu de haut. Elle tombe de haut et elle se prend dans la figure les enjeux environnementaux et elle commence à comprendre tout ça. Alors, comment est-ce qu'elle peut commencer à comprendre tout ça? Il y a souvent, ça va être à travers un documentaire, des œuvres d'art, ça peut être une fresque du climat ou un autre atelier de sensibilisation. Et à ce moment-là, on sort de la légèreté, on sort de l'insouciance et on rentre dans une phase un petit peu d'incompréhension parce que sa vision du monde, elle est bouleversée. Par exemple, avant, on pensait que le monde, il était infini. Et en fait, on se rend compte d'une certaine finitude vis-à-vis de l'énergie abondante ou plus. Et puis, on se rend compte que potentiellement, il va y avoir des morts. Voilà. Moi, quand j'anime les fresques du climat, il y a très régulièrement des personnes qui me disent, oh, on va tous mourir. Et en fait, c'est là où on prend conscience que c'est les conditions d'habitabilité de la planète qui sont fortement dégradées. Et en fait, aussi, il y a cette crise existentielle qui commence à débuter et la notion d'incertitude qui rentre en jeu. Donc la personne, elle chute, et là, elle tombe. Et là, on peut la voir, elle est un petit peu atterrée par les enjeux environnementaux parce que elle commence à se gaver, à vraiment prendre beaucoup de choses, euh, beaucoup d'informations en elle et à aussi comprendre la notion de temporalité, de savoir que ça va se jouer dans les 20-30 prochaines années et qu'en fait, c'est pas mes arrière-petits-enfants qui vont être touchés. Et la notion d'ordre de grandeur, comprendre que la transition, une simple petit changement, ça suffit pas et donc là, elle est vraiment dans une phase de digestion vis-à-vis de toutes ces informations. On continue et on rentre dans une phase d'éco-stress, en fait, où il y a les émotions qui vont commencer à se mobiliser euh, auprès donc des personnes qui vivent ça. Et je commence à faire peut-être le deuil de plein de choses, notamment les deuils autour de la notion de biodiversité, du monde dans lequel j'ai toujours vécu avec un climat comme ça, etc. Et Francis Weller, il dit, nous pleurons ce que nous aimons, et en fait, peut-être qu'il y a un amour pour le monde qui se manifeste, et du coup, vu qu'il y a une perte de ce monde-là que j'aime, et ben, il peut y avoir ben voilà, de la tristesse, des choses comme ça. Et là, en fait, on a décidé de dessiner plusieurs personnes. Euh, En réalité, il se trouve qu'à cette étape-là, il y a une étude euh, donc de l'Observatoire des vécus du Colat qui montre qu'il y a 2,5 millions de personnes en France qui vivent ça. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que souvent, à cette étape-là, les personnes, elles se sentent très seules. Et souvent, on se met un petit peu en retrait de la vie sociale, on sent un isolement vis-à-vis du reste du monde. C'est pour ça que là, on a dessiné la petite personne en violette toute seule ici. Voilà. Donc, n'oubliez pas, 2,5 millions de personnes, c'est une personne sur 30 que vous croisez dans la rue, qui vraiment est un état d'éco-stress vis-à-vis des enjeux environnementaux. Euh, on continue un petit peu et là, on rentre dans une zone euh, qui est nommée la vallée de la mort par Pierre-Éric Tuteur. Et c'est une zone assez délicate où en fait c'est une étape de ma vie où potentiellement eh ben, je vais pouvoir subir des symptômes d'une dépression où en fait l'éco-anxiété va pouvoir me rendre malade. Et là, je vais sortir enfin voilà, je vais rentrer dans une pathologie et c'est une étape où généralement je peux avoir besoin d'aide de la part de professionnels.
c'est aussi un moment où j'ai l'impression de porter le fardeau du monde sur mes épaules. Je sais pas quoi faire, je suis atterré. Et à la fois, donc ça, c'est plutôt les personnes qui se retrouvent en bas de l'image. Et à la fois, il y a des personnes, elles, qui ben, passent un petit peu en équilibre sur la corde et qui évitent ce moment-là de difficulté. Euh, voilà. Là, je vous propose un petit temps en trinôme où vous allez pouvoir, alors je vais revenir, parler de vos émotions, de ce que ça vous crée chez vous. Donc, je vais vous mettre en sous-salle et vous allez pouvoir partager pendant 5 minutes à trois qu'est-ce que les enjeux environnementaux, qu'est-ce que votre conscience des enjeux environnementaux crée chez vous en termes d'émotions. Euh, donc là, il y a une euh, un super graphe qui nous montre un petit peu toutes les émotions possibles que je peux ressentir. Donc, qui se découpe en 5 grandes parties, colère, joie, peur, tristesse et sérénité. Ça vient de Hart, mais là, et en fait, derrière à la colère, il y a plein d'autres choses. Moi, si je vous partage ça, c'est que quand j'étais un G, on m'a jamais montré ce tableau-là. On m'a jamais montré toutes ces émotions que je pouvais ressentir, et du coup, aujourd'hui, ça m'aide. Euh, Ces petits groupes, euh, je vous invite, je remets le cadre au centre, voilà, parler en son jeu, donc c'est vos émotions. L'écoute active, c'est-à-dire quand il y a une personne qui va parler pendant 1 minute 30 environ, ben, les autres personnes, elles ont juste à écouter. Et puis, la confidentialité. Et ben, j'espère que c'était court, je l'avoue, mais on a 1 heure, euh, juste pour mettre un petit peu en exercice et puis pouvoir un peu enchaîner sur la suite. Parce que la suite, c'est c'est donc la deuxième partie de cette facilitation graphique. Et là, c'est donc de éco-anxieux à éco-heureux. Euh, donc, cette partie-là, elle montre plutôt le côté agréable que peut faire naître les émotions liées aux enjeux environnementaux et comment ça peut être source de joie, voire source de bonheur. Attention, là, on peut voir que ce sentier-là, il est un peu plus sinueux. Donc c'est pas tout droit. Et vous allez voir que ben, ces étapes-là, elles sont pas magiques. J'ai oublié de le mentionner au début, mais en réalité, ces étapes, ce processus d'éco-anxiété, il peut faire des boucles. Il peut y avoir plein de boucles. Et aussi, chaque étape, elle peut durer en réalité des années entières. Ça ne veut pas dire que une fois que j'ai fait celle-là, juste après, dans 1 semaine, il va se passer ça, et puis dans 2 semaines, il va se passer ça. Des fois, ça va durer des années entières. Euh, Là, j'ai choisi le mot éco-heureux ou éco-heureuse. En réalité, plein d'autres mots vont. Il y a éco-joyeux, éco-vivant, éco-vivante. C'est à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Et aussi, il y a l'idée que là, ce cheminement-là, cette deuxième partie-là, eh ben, souvent, elle va être traversée beaucoup avec d'autres, pas seule. Et la présence d'autres personnes est assez centrale dans ce cheminement. Euh, donc, la première étape cette remontée-là, c'est un petit peu ce que vous venez de faire, mais en bien plus gros, c'est une étape d'accueil des émotions. C'est une étape où je peux commencer à les nommer, à les verbaliser de ce que je peux sentir en moi. Et ça va nécessiter en fait des espaces de confiance et des espaces d'écoute. Euh, et en fait, la question qui y a derrière, c'est est-ce que dans ma vie, j'ai des espaces de confiance, j'ai des espaces d'écoute de mon corps? Et malheureusement, aujourd'hui, notre société, elle est quand même vachement peu portée sur les émotions. C'est pour ça que c'est une étape assez difficile et parfois, elle va nécessiter l'aide d'un ou d'une professionnelle. Moi, par exemple, en école d'ingé, quand on m'a présenté les enjeux environnementaux, on m'a jamais demandé comment est-ce que je pouvais me sentir vis-à-vis de ça. Voilà. C'est un moment où en fait je peux. Là, il y a une petite personne à gauche, elle a lâché son sac à dos. Ça veut dire que elle commence à se décharger. Et puis l'autre personne, elle vient s'asseoir sur une chaise et peut-être avoir des espaces d'écoute. Euh, Là, j'ai une petite question en grand groupe.
Donc, je vais vous inviter à prendre la parole. Ah non, d'abord, c'est pour vous-même, pardon. C'est noter sur un cahier, est-ce que vous avez des espaces de confiance euh, où vous pouvez vous exprimer vis-à-vis de ce sujet? Que vous avez des personnes dans votre entourage qui vous permettent de vous sentir assez en confiance pour pouvoir en parler. Et puis, est-ce que vis-à-vis de ce que vous pouvez ressentir, vous avez des moments dans votre semaine ou dans votre journée où vous pouvez vraiment écouter votre corps et savoir ce qui se passe en vous? Là, je vais vous laisser 1 minute juste pour se poser la question et peut-être que ça va faire naître les prochains petits pas de dire, ah oui, j'ai pas vraiment d'espace dans ma journée ou ma semaine pour écouter ce qui se passe dans mon corps. Je vous laisse écrire quelque part si vous en avez besoin. Peut-être qu'il y a des pratiques que vous réalisez, genre de la sophro, de la méditation, du sport, du yoga, des choses comme ça, qui vous permettent de mieux écouter votre corps et que vous voulez, ou qui vous permettez que vous les remettre au goût du jour. Ok, ben, j'espère que ça a été fructueux. Euh, Aussi, parfois, c'est un peu au-delà du corps. Je vous rappelle, il y a dans les différents symptômes liés à l'éco-anxiété, il y a des choses liées à la tête, liées au cœur et liées au corps. Donc, les ruminations, les émotions que je peux ressentir et les difficultés au sommeil, les difficultés au travail, etc. Du coup, parfois, c'est intéressant de se demander, ben, qu'est-ce que j'ai dans ma tête, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur et qu'est-ce que j'ai dans mon corps. Continue avec l'étape nommée la refonte des valeurs. En réalité, tout ce qui se passe, tout cet apprentissage, cette conscience des enjeux environnementaux, pardon, ça a pu créer chez les personnes anxieuses de la dissonance cognitive. C'est-à-dire que raison et émotion ne sont plus reliées. Et là, ça va être l'étape suivante, c'est celle où je commence à relier ma raison, mes émotions, mes valeurs. Là, ce que je vais vous parler, il faut pas voir ça comme une injonction, mais plutôt comme des exemples que j'ai pu observer. Donc souvent, par exemple, le rapport au temps, il est modifié. Euh, Est-ce que ça peut amener l'idée de ben, je vais voyager différemment, plus doucement. Je vais peut-être moins travailler si je peux me le permettre. Souvent, j'essaie de sortir de l'immédiateté et puis aller plus souvent en nature, etc. Et en fait, il y a aussi un paradoxe lié au temps, c'est qu'il y a une urgence globale d'agir, mais il y a le rythme vital de chacun et chacune. Et puis ce paradoxe-là, ben, souvent, il vient en confrontation. Et donc, c'est une étape pour essayer de réaligner et d'apaiser ça. Il y a aussi le rapport à la réussite qui peut être modifié. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de réussite dominant qui est proposé dans la société, ben, il permet vraiment de répondre aux enjeux environnementaux? Et donc, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Le rapport à l'argent, le rapport au vivant. Est-ce que je peux avoir le vivant non plus comme une ressource, mais plutôt comme quelque chose dans lequel je peux m'émerveiller? Voilà. Donc c'est vraiment une étape où je vais aller refondre mes valeurs et voir où est-ce que je peux puiser ces valeurs-là, avec qui et auprès de qui. Euh, et là, je vais vous poser une petite question en grand groupe s'il y a des personnes qui veulent partager. Est-ce qu'il y a des choses que ça a changé? Est-ce qu'il y a des choses en vous qui ont changé de mettre les enjeux écologiques dans votre vie? Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager des changements qu'il y a pu avoir en vous? Vous pouvez prendre la parole. Bah, moi, je peux donner un exemple, ce que ça change en moi, dans mon quotidien. C'est que du coup, j'ai mon entourage, et ben, il est ouf. J'ai l'impression de rencontrer des personnes incroyables tout le temps, à la fois que ce soit mes collègues, les gens avec qui je fais de l'associatif, les gens que je rencontre
dans des conférences, dans des écolieux, etc. Et contrairement à pas mal de potes que j'ai pu rencontrer en école et tout, j'ai l'impression que leur cercle un peu d'amis s'est un peu arrêté à l'école. Et moi, j'ai l'impression de continuer à grandir mon cercle d'amis et à trouver en fait des amis de plus en plus proches, parce que de plus en plus proches en termes de valeurs. Et du coup, ça continue à 6 ans, quoi. Là où pas mal de potes, j'ai l'impression que ça s'est arrêté à l'école et qui continuent à avoir des amis qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs qu'eux. Alors que du coup, bah, en étant dans ce petit milieu d'écologie, ça permet d'avoir un entourage de gens assez incroyables sur les enjeux autour des enjeux écologiques, mais finalement autour de plein d'autres enjeux de société, de gens avec qui parler de plein d'autres enjeux de société. Il y a une autre personne qui voudrait partager ce que ça a pu changer. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu as dit là juste avant. J'ai pas ton prénom du coup. Je voudrais réagir sur la première remarque du coup. Ouais, c'est OK, c'est OK. Est-ce que t'aurais des conseils à donner pour comment on fait pour justement élargir son cercle d'amis en dehors de son école quand on est un jeune étudiant et qu'on arrive dans une nouvelle ville qu'on connaît pas parce que on a un job qu'on a trouvé. Ouais, grave, bah, il y a des événements autour de l'écologie. Euh, je sais pas si t'es dans une grande ville ou pas, mais dans la plupart des villes, quand même, ils commencent à avoir des événements et dans ces événements-là, bah, tu peux rencontrer des personnes qui vont te parler de projets. Ces projets, ça va t'emmener dans d'autres événements, commencer à s'engager dans une association. Enfin, voilà, commencer à mettre les pieds un peu dans l'écosystème à travers soit des associations, soit des événements et ça ouvre plein de portes. Et après, c'est infini. Et après, le problème, c'est de tout faire rentrer dans l'agenda. Yes, merci. Je continue. J'espère que ça a répondu à ta question et il y aura un petit peu de temps après pour d'autres questions en fin de vidéo. Euh, on continue et là, donc ces changements-là à l'étape d'avant, ils étaient plutôt basés sur des changements intérieurs. Et en fait, l'étape suivante, c'est voir ce qu'il y a extérieur autour de moi. Donc, par exemple, ça peut être les personnes qui m'entourent. Et potentiellement, en fait, je me rends compte qu'il y a une dissonance réelle entre mon entourage et les valeurs que porte mon entourage et les valeurs que je porte. Et en fait, à ce moment-là, c'est un moment qui est très complexe et qui va demander parfois des années, mais d'arriver à être apaisé vis-à-vis des personnes qui m'entourent. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ne pensent pas comme moi, je dois m'en séparer. Au contraire, mais c'est plutôt peut-être accepter le fait qu'il y ait des personnes qui ne pensent pas comme moi. Et c'est aussi peut-être aller à la rencontre de personnes dont j'ai pas besoin de parler tous les jours des enjeux environnementaux pour les convaincre et qui ont la même conscience vis-à-vis de ça que moi. C'est aussi choisir un petit peu les informations que je reçois. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les premières étapes, les personnes, souvent, elles peuvent se gaver d'informations et c'est des informations qui sont la plupart du temps anxiogènes. Et en fait, dans cette nouvelle étape, il y a l'idée je vais choisir celles qui vont m'aider. Peut-être, je vais sélectionner plutôt les informations qui vont être synonymes donc de choses agréables, de victoire pour l'écologie, etc. Euh, et puis, ne pas oublier que j'aime bien, il y a une phrase de Clive Hamilton qui dit un peu de déni est nécessaire pour ne pas devenir fou. Peut-être que je suis pas obligé de prendre toutes les informations qui m'arrivent et rester un petit peu dans le déni. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager des conseils que vous avez pour mieux choisir les informations qui vous arrivent? Moi, je veux bien prendre la parole. Je regarde plus la télé. Ça paraît évident, mais je me dis quand même. Ok, Voilà. de regarder la télé. Là, je choisis vraiment que ces informations, elles n'arrivent pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des conseils? Moi, je veux bien. Oui. On peut s'abonner Ça a coupé ton son. pardon. On peut s'abonner à des médias positifs. Enfin, il y a
un média qui transfère que des infos positives, qui s'appelle comme ça, Média Positif. Ou alors Vert, il y a aussi des bonnes nouvelles un peu en début de chaque semaine qui font du bien. Voilà. Yes. Un autre tip? Moi, je veux bien prendre. Pardon, je prends plus de réseaux sociaux, tout ce qui donne de l'info rapide, courte. J'essaie de prendre un temps long pour m'informer. Enfin, il y a des temps précis où je le fais et pas du truc permanent où tu vas d'un poste à un autre, comme sur LinkedIn, Instagram, tout ça. Je trouve ça tue ton temps et c'est trop d'un coup et peu quali en plus. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ces tips précieux. On continue un petit peu cette étape, ce processus-là. Et en fait, là, il y a un petit bonhomme qui est en train de tomber sur des bûches parce qu'il se trouve que ce chemin-là, il est semé d'embûches. Et il y a l'idée que c'est pas tout droit. Et parfois, je peux tomber, ne pas réussir, essayer de me relever, voir ce qui se passe, apprendre, partager avec d'autres personnes de mes erreurs, etc. Euh, donc là, souvent donc là, on a commencé à soigner les dissonances cognitives. On a mis de l'apaisement vis-à-vis des informations qu'on reçoit, des gens avec qui on passe du temps. Et puis, généralement, ça s'accompagne de plein de gestes, des éco-gestes du quotidien, de réduction d'empreinte carbone, etc. Mais il se trouve que dans notre vie, on passe quand même 80 000 heures de notre temps à travailler en moyenne. Et du coup, l'étape suivante, c'est un petit peu le changement d'échelle. C'est celui où je commence à mettre eh ben, en fait, les enjeux écologiques au centre de ma vie. Euh, aussi à travers donc, mon projet professionnel. Alors, Pierre Exutor, lui, il parle d'éco-projet. On pourrait appeler raison d'être professionnelle, quête de sens et d'impact, etc. Et là, nous, on a pris le parti de dessiner plein de personnes, enfin plein de corps de métiers différents. Donc, il y aurait un paysan ou une paysanne, une personne qui serait plutôt dans les entreprises, quelqu'un qui ferait plutôt de la politique, et puis un professeur ou un formateur, avec l'idée que il n'y a pas une seule manière de s'engager, il n'y a pas une seule manière de mettre les enjeux environnementaux au centre de son projet professionnel. Voilà. Et en fait, cette notion-là d'éco-projet, de trouver du sens dans ce que je fais, et ben, c'est ça qui a beaucoup motivé aussi donc tout ce phénomène-là des déserteurs, des bifurqueurs qu'on a beaucoup vu dans les écoles d'ingénieurs. Euh, Est-ce que là, je vous propose juste de prendre un petit temps qui vous voulez mettre un prochain petit pas, une prochaine étape dans votre quête de sens et d'impact. Vous êtes à la recherche ben voilà, peut-être d'un job ou de quelque chose. Quelle serait la prochaine action pour avancer dans votre quête de sens et d'impact? Je vous laisse 1 minute pour ça. OK. Là, vous avez pris une prochaine action pour mettre un peu de mouvement. Et on continue avec la petite île flottante en haut à droite où on voit une personne qui dit: Je cultive mon espérance. Alors, l'espérance, qu'est-ce que c'est? L'espérance, c'est ce qui va me permettre d'agir, c'est ce qui va mettre un petit peu de motivation à agir. Et c'est contraire à l'espoir parce que l'espérance, elle vient plutôt de qu'est-ce que j'ai en moi et qu'est-ce que je peux mobiliser en moi plutôt que qu'est-ce que je peux attendre du monde et que je n'ai pas dans mes mains. Par exemple, qu'il y a un grand volcanisme qui permet un refroidissement du climat, ça, c'est pas dans mes mains. Par contre, de me dire que, en fait, à travers les enjeux écologiques, j'ai beaucoup plus de chances d'être heureux dans ma vie, et ben, ça, c'est quelque chose que j'ai dans mes mains.
Et du coup, il y a une personne qui s'appelle Jason Hickel qui nous dit une phrase qui, pour moi, cultive beaucoup l'espérance. C'est heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre est aussi ce que nous devrions faire pour être heureux. Voilà. Et là, c'est un moment où je cultive la confiance dans mon propre cheminement, me rends compte peut-être qu'il est différent des autres, il est unique, mais en fait, c'est ça qui lui donne toute sa valeur. Et je commence à mettre de la joie et toutes sortes de choses dans mon engagement. Euh, et là, c'est un petit peu l'apothéose de cette facilitation graphique avec la dernière partie, celle où les personnes rayonnent. Alors, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, le désastre environnemental, il ne crée plus de peur. Ça ne veut pas dire qu'il crée plus d'émotions. Bien au contraire. Ça veut plutôt dire que, en fait, j'ai arrivé à m'occuper, à adresser ces émotions dans l'objectif de me mettre en action et de essayer de faire changer les choses autour de moi. C'est un moment où, en fait, comme je suis connecté à ce que je ressens et que j'ai l'impression d'avoir du sens et de l'impact dans ce que je fais, bah, je peux me sentir pleinement vivant ou pleinement vivante. Et en fait, j'ai mon expérience, mon cheminement à travers toutes ces étapes me permet d'embarquer les autres et de les aider. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une personne qui tire une autre personne. Peut-être il y a la notion de premier de cordée qui arrive. Et voilà, en fait, je deviens inspirant pour d'autres personnes. Peut-être que je peux m'autoriser à rayonner et à les aider à traverser dans ces étapes. Euh, voilà, un petit peu pour finaliser cette facilitation graphique. Donc, j'ai oublié de le préciser au début, mais c'est Raphaël Colladefranc qui est au dessin derrière tout ça. Euh, et puis, là, pour moi, cette facilitation graphique, elle ne suffit pas. Ce que je viens de dire ne suffit pas. Et en fait, on pourrait aller un peu plus loin. Et pour aller un peu plus loin, je vous propose plein de choses. Donc, il y a un MOOC sur l'éco-anxiété réalisé par Carbone 4 avec plein de ressources dedans. Vous pouvez aller tester votre éco-anxiété sur la Maison des éco-anxieux. Belle évolution, ils ont parlé de l'éco-anxiété donc, au sein d'une entreprise. Donc, vous pouvez participer à des ateliers de travail qui relient, donc qui peuvent aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se joue chez vous. Il y a des newsletters auxquels vous pouvez vous abonner. Donc, On est prêt, Écorce. Et puis, donc pour toute la deuxième partie, c'est-à-dire trouver des personnes avec qui traverser ça, agir pour les enjeux environnementaux, etc. Il y a plein d'ateliers de sensibilisation. Donc là, j'en ai mis deux, la fresque du climat et nos vies bas carbone. Et enfin, si vous voulez faire un petit peu une accélération à travers ce processus-là et que vous avez envie de le vivre pleinement, les parcours donc PAF et VIF sont vraiment permettent de comprendre et de mieux sentir et de mieux vivre toute cette courbe-là et de trouver à la fin le moyen d'embarquer et de rayonner. Voilà. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous emportez avec vous de cette présentation qui, je l'avoue, a été dense, mais avec 1 heure, j'avais beaucoup de choses à vous partager. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager ce que vous emportez avec vous? Alors, V. Baudrier qui demande où on peut retrouver le Voilà. dessin. Il sera sur le site internet de Fertile. Donc, c'est fertile.co. Fertiles. Et c'est téléchargeable en libre accès avec plein d'autres ressources. Voilà. Si je peux réagir, euh, merci pour le webinaire. Moi, je connaissais la courbe du changement avec le deuil et voilà, les émotions par lesquelles on passe quand on fait face à un changement important. Et je connaissais pas le reste du schéma, donc je prends le reste du schéma et je l'emporte et je vais m'en inspirer. Enfin, je vais utiliser les différentes étapes. Je suis en plein dedans. Donc merci beaucoup.
Avec plaisir. Moi, j'en ai une peut-être aussi de mon côté. Merci beaucoup pour les éléments. Effectivement, alors, je pense pas que ce soit Paul, ton prénom. Euh, Charline. voilà. Euh, non, hyper intéressant et peut-être sur une remarque sur la chute là, comme tu l'as appelé. Je trouve que pour l'avoir vécu aussi et cette chute, en fait, on essaie un peu de rembobiner et de retrouver un état un peu d'insouciance, mais qui est finalement impossible à retrouver. Et je pense que justement, on reste longtemps bloqué et quand on fait une fraise du climat ou autre, il manque ces éléments justement pour tout de suite rebondir et avoir un peu de visibilité et ça va un peu aussi avec nos médias aujourd'hui qui sont très anxiogènes, etc. et qui nous offrent pas finalement de voie pour travailler et essayer d'aller de l'avant. Donc, je trouve ça hyper intéressant et voilà, aussi penser à qu'on communique autour de nous, pas s'arrêter juste au constat, mais réussir à partager ces éléments. Parce que l'immobilisme, en fait, c'est que bah, il y a ce constat et puis finalement, bah voilà, c'est fini. Donc c'est super. Je retiens ça en tout cas et j'essaierai de le partager. Merci. Et il y a d'autres personnes qui partent avec d'autres choses de ce temps. Il y a quelques personnes qui ont écrit dans le chat qui te remercient pour les ressources, qui emportent de l'espoir, c'est assez joli, et qui emportent une prise de hauteur sur les états que la personne peut traverser. L'envie d'en parler plus souvent, de mes émotions, de ma progression dans ce parcours. L'espoir réside dans l'action. Merci pour vos partages. Il y a encore l'espace pour quelques questions ou partages. Si vous voulez que je revienne aussi sur une étape, c'est possible. Moi, je pense que je retiens que tu disais que ça peut faire des boucles, ce parcours-là. J'avais pas identifié ça. Et également l'envie de, je pense, d'en faire un sujet avec des proches de ma vie de tous les jours, quoi. Merci. Euh, Bah, moi, je profite, enfin, j'ai pas forcément quelque chose à partager, mais je profite du temps qui reste là parce que tu as parlé du travail qui relie. Est-ce que tu peux développer en une minute? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui m'intéressait en fait. Et, Ouais. t'as Le travail deux, sur l'île, trois éléments, ça m'intéresse. donc le travail sur l'île, c'est un processus d'étapes qu'on peut vivre, qui a été donc créé par Joanna Macy au fin du XXe siècle ou début du XXIe siècle, avec l'idée de comment est-ce que les personnes qui vivaient, donc c'était les autochtones en Amérique, qui vivaient des grands désastres environnementaux autour d'eux, ben, comment est-ce qu'ils pouvaient se soigner, traverser ça. Et donc, ça a été créé dans cet objectif-là. Et aujourd'hui, en France, pour moi, enfin, de ce que j'en comprends, ça prend beaucoup ben, des stages, des parcours de 2, 3 jours, voire plus, autour de ce sujet-là. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent bien mieux que moi le travail qui relie dans cette salle. Donc, si vous voulez partager, c'est avec plaisir. Oui, je peux intervenir, je connais un petit peu. C'est un peu, oui, effectivement, ce que tu as dit, c'est des durées très variables. Ça peut être effectivement 2 jours, 3 jours ou plus, voire même se faire en 1 heure ou deux. C'est une pratique qui est assez cadrée quand même, qui nous fait passer par une spirale finalement d'étapes où on peut exprimer nos émotions en particulier et qui nous amène finalement un peu à ces réflexions qui ont été montrées aujourd'hui à voir bah, tout notre parcours, tout ce que nous ont laissé nos ancêtres, tout ce que
pourquoi on est là aujourd'hui, quelles sont les émotions qui nous traversent et en quoi ces émotions ne sont pas forcément négatives, mais nous aident aussi à aller de l'avant. Quand on exprime de la peur, ben, on exprime quelque chose qui nous fait réagir et qui nous fait aller de l'avant. C'est vraiment très chouette. Je le conseille. Et Merci. voilà. Ben, moi, je voulais vous remercier pour votre écoute, votre participation. J'espère que vous en avez retiré des choses et que ça a mis un petit peu de mouvement, peut-être dans ce cheminement dans l'éco-anxiété ou même plus largement. Voilà.